Je ne cherchais pas ça. J'étudiais les techniques classiques de sculpture, le cursus académique standard, la taille du marbre, les traces de ciseaux, le travail patient et lent des maîtres de la Renaissance. Et puis, je suis tombé sur une photographie du palais de marbre à Saint-Pétersbourg, un voile de pierre. Pas sculpté pour ressembler à du tissu, mais drapé comme du tissu, plissé, froissé, d'une finesse telle qu'il devenait translucide à contre-jour. Et je me suis arrêté net. Parce qu'on ne peut pas tailler le marbre aussi fin. On ne peut pas ciseler la pierre en feuilles si délicates qu'elles ondulent comme de la soie. Le matériau se fissurerait, s'effondrerait, se désintégrerait à la moindre pression. Pourtant, il était là. Pas seulement à Saint-Pétersbourg, mais à Naples, à Vienne, à Istanbul, dans des églises et des palais à travers des continents qui, soi-disant, n'avaient aucun contact les uns avec les autres. L'explication officielle? Un art magistral, une technique minutieuse, des générations d'artisans perfectionnant leur savoir-faire. Mais l'explication officielle s'effondre dès qu'on examine la physique. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Le Christ voilé à Naples, créé, nous dit-on, en 1753 par Giuseppe San Martino. Une sculpture grandeur nature du Christ sous un linceul si fin qu'on distingue les contours de son visage à travers la pierre. Le voile paraît humide, collant à la chair, translucide par endroits. Du marbre, disent-ils, sculpté dans un seul bloc. Sauf que le marbre ne se comporte pas ainsi. Il se fracture le long des lignes de grain, il s'écaille quand on le travaille trop fin. Les sections les plus fines de ce voile font peut-être 2 mm d'épaisseur, plus fin que la plupart des écrans de smartphone. Comment sculpter quelque chose d'aussi délicat sans outils modernes? Sans forêt diamantée, sans équipement de mesure de précision, sans conception assistée par ordinateur? Vous interrogez les experts, et ils parlent en termes vagues. Compétence exceptionnelle. Patience. Des années de pratique. Mais ils n'expliquent jamais le processus réel. Ils ne le démontrent jamais. Il ne vous montre jamais les étapes intermédiaires, les tentatives ratées, la courbe d'apprentissage qui devrait exister. Parce que quand vous cherchez ces archives, elles n'existent pas. Le schéma se répète avec une précision troublante. La Vestale voilée à Rome, la Rebecca voilée à Milan, le buste de la pudeur à Naples, la statue de la vérité voilée à Vienne. Toutes créées dans la même fenêtre temporelle étroite, 1717 à 1768. Toutes exhibant la même finesse impossible, toutes drapées, plissées, froncées comme si la pierre avait été malléable au moment de sa mise en forme. Et voici ce qui rend les choses plus étranges encore. Beaucoup de ces œuvres ont été attribuées à la famille Corradini ou à leur cercle immédiat. Antonio Corradini en a créé plusieurs. Son élève Giuseppe San Martino en a créé d'autres. La technique est apparue soudainement, a prospéré pendant 50 ans, puis a disparu presque complètement. Pas de développement graduel, pas de tentative précoce maladroite, pas de période d'apprentissage où les voiles auraient été plus épais, moins raffinés, plus manifestement sculptés. Les premiers exemples sont aussi sophistiqués que les derniers, comme si la technique était arrivée toute faite, avait été pratiquée pendant une brève période, puis s'était évanouie. Demandez-vous, pourquoi ? Pourquoi une méthode de sculpture aussi révolutionnaire, une méthode qui produisait des œuvres si époustouflantes qu'elles attirent encore les foules des siècles plus tard, cesserait-elle tout simplement d'être utilisée? Pourquoi tous les sculpteurs d'Europe ne l'auraient-ils pas apprise? Pourquoi ne se serait-elle pas répandue, n'aurait-elle pas évolué, ne serait-elle pas devenue pratique courante? À moins qu'il ne s'agisse pas du tout d'une technique de sculpture. Plus je creusais, plus je trouvais des références à quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que les histoires officielles mentionnent trop brièvement, puis écartent. L'assouplissement de la pierre. Les textes alchimiques de la période médiévale décrivent des procédés pour mollifier la pierre, la rendre souple, malléable, temporairement tendre. Ce n'étaient pas des métaphores poétiques, c'étaient des recettes, des instructions, des formules impliquant des plantes spécifiques, des acides, des composés minéraux. Les Incas possédaient, dit-on, une telle connaissance, les Égyptiens aussi,
les bâtisseurs des cathédrales gothiques également. Mais quand vous cherchez de la documentation, des analyses chimiques, des recherches universitaires sérieuses sur ces affirmations, vous trouvez le silence. Pas de démystification, pas de réfutation approfondie, juste le silence. Comme si la question elle-même était inappropriée. J'ai trouvé un récit du XIXe siècle du colonel Percy Fawcett, décrivant comment il avait été témoin de peuples autochtones en Amérique du Sud, utilisant un extrait de plante pour ramollir la pierre, leur permettant de la modeler à la main avant qu'elle ne redurcisse. Il a prélevé des échantillons. Il a promis des investigations plus poussées. Il a disparu dans l'Amazonie en 1925. Les échantillons, s'ils ont jamais existé, n'ont jamais été catalogués. J'ai trouvé des références à un procédé à base de vitriol dans des archives jésuites des années 1600, décrit comme une méthode pour rendre brièvement la pierre plastique. Les archives étaient fragmentaires, incomplètes, comme si des pages avaient été retirées. J'ai trouvé des brevets du début des années 1900, brièvement déposés, jamais poursuivis, décrivant des composés chimiques pouvant altérer temporairement les matrices cristallines dans la pierre à base de calcium. Déposés, notés, puis oubliés. Les preuves suggèrent quelque chose de bien plus vaste. Permettez-moi de vous emmener quelque part de précis. Le Palacio de Comunicaciones à Madrid, achevé en 1919, regardez les façades de pierre. Les éléments décoratifs ne sont pas simplement sculptés, ils sont moulés. Des courbes organiques qui s'écoulent comme du tissu figé en plein mouvement. Des contre-dépouilles impossibles qui nécessiteraient de retirer la pierre environnante qui n'est pourtant pas manquante. Des motifs continus qui s'enroulent autour des angles sans raccord. Le registre officiel dit que ceux-ci ont été sculptés à la main, mais examinez la répétition. Des fioritures identiques apparaissent à des dizaines d'endroits, pas similaires, identiques, au millimètre près, comme si elles avaient été coulées à partir du même moule, ou pressées dans de la pierre rendue temporairement malléable. Le Woolworth Building à New York, 1913. Une ornementation en terre cuite si complexe, si délicate, qu'elle ne devrait pas survivre un seul cycle de gel-dégel hivernal. Pourtant, elle a tenu pendant plus d'un siècle, sans se fissurer ni se détériorer. Pourquoi? Parce que la terre cuite, de l'argile cuite, est plus résistante que le marbre? Ou parce que quelque chose dans sa façon d'être formée la rendait fondamentalement différente de la terre cuite moderne? Le schéma se répète. Chicago, Philadelphie, Budapest, Prague, des bâtiments de la même période restreinte, 1880 à 1920, exhibant la même manipulation sophistiquée de la pierre, la même finesse impossible, les mêmes formes organiques fluides, et puis ça s'arrête. C'est là que la Tartarie entre en scène, pas comme un empire défini avec des frontières claires et des dirigeants documentés, mais comme un nom de substitution. Un nom pour désigner quelle que soit la civilisation ou le système de connaissances qui existait avant que le récit historique actuel ne soit écrit. Parce que quelque chose était là. Quelque chose possédait un savoir que nous avons perdu. Les cartes aident à clarifier cela. La cartographie des XVIIIe et XIXe siècles étiquette systématiquement de vastes régions du nord de l'Asie comme Tartarie ou Tartaria. Ce ne sont pas des cartes spéculatives, ce sont des documents officiels, français, britanniques, allemands, russes, tous d'accord sur la nomenclature. Puis, après 1850, le nom disparaît, remplacé par Russie, Mongolie, Chine, comme si rien n'avait changé sauf les étiquettes. Mais quand vous examinez les archives architecturales, quand vous regardez les bâtiments construits pendant cette période de transition, vous trouvez quelque chose d'étrange. Des structures attribuées à des mots bâtisseurs locaux ou des ingénieurs russes qui exhibent des techniques avancées, des mathématiques sophistiquées et des méthodes de travail de la pierre qui ne devraient pas exister compte tenu de la technologie disponible. La cathédrale de Kazan à Saint-Pétersbourg, achevée en 1811. Construite, nous dit-on, par l'architecte russe Andreï Voronikine avec des artisans locaux. Pourtant, la colonnade comporte 96 colonnes corinthiennes identiques, chacune taillée dans une seule pièce de granit, chacune exhibant des proportions identiques,
des cannelures identiques, des chapiteaux identiques. Comment? Comment atteint-on cette uniformité? Comment transporte-t-on 96 colonnes monolithiques de granit, chacune pesant plusieurs tonnes, les positionne-t-on parfaitement et les sculpte-t-on de manière identique sans machinerie industrielle? La réponse officielle, patience et compétence. Mais la patience n'explique pas la précision, et la compétence n'explique pas la coordination à cette échelle. Permettez-moi de vous montrer le problème de coordination. La technique du voile de pierre apparaît simultanément en Italie, en Autriche, en Russie et en France, pas séquentiellement, pas en se propageant graduellement depuis un point d'origine unique, simultanément. Entre 1717 et 1768, des maîtres sculpteurs à travers l'Europe produisent soudainement des œuvres de sophistication identiques, utilisant ce qui semble être la même méthode. Comment? Aucune corporation de métier n'a documenté le partage de la technique, aucun apprenti voyageant entre les villes pour diffuser le savoir, aucun traité publié expliquant le procédé, juste une maîtrise simultanée, comme si tout le monde avait reçu les mêmes instructions au même moment. Maintenant, élargissez ce schéma. Le mouvement architectural néoclassique de la fin des années 1700 et du début des années 1800 voit apparaître des bâtiments gouvernementaux, des musées, des banques et des opéras virtuellement identiques dans des villes à travers l'Europe et l'Amérique. Même proportions, même structure de dômes, mêmes arrangements de colonnes, mêmes harmoniques mathématiques dans leur conception. On nous dit que c'est simplement une mode architecturale, tout le monde copiant les styles grecs et romains. Mais ils ne copient pas Rome. Les proportions sont différentes. Les mathématiques sont plus sophistiquées. Les techniques de portage sont plus avancées. Ces bâtiments prétendent être inspirés par l'architecture classique, mais ils dépassent leur modèle supposé dans tous les aspects mesurables, comme s'ils suivaient des instructions qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Des instructions héritées de quelque chose de plus ancien. Voici la partie la plus étrange. Quand vous examinez les affirmations d'assouplissement de la pierre à travers le monde, vous trouvez de la cohérence. Pas dans les méthodes. Différentes cultures décrivent différents procédés, mais dans les preuves. Les signatures archéologiques. Sacsayhuaman au Pérou. Des pierres polygonales massives ajustées ensemble avec une précision mesurée en fractions de millimètres. Pas de mortier, pas d'interstice. Des pierres pesant jusqu'à 200 tonnes, façonnées avec des courbes et des angles qui s'emboîtent comme un puzzle tridimensionnel. L'explication officielle. Ils utilisaient des pierres plus dures pour marteler des pierres plus tendres jusqu'à leur donner forme. Sauf que, quand vous examinez les pierres, vous ne trouvez aucune marque de percussion, aucune trace de martelage ou de ponçage. Les surfaces sont lisses, comme si elles avaient été moulées, et les ajustements serrés, des tolérances si précises qu'on ne peut pas insérer une feuille de papier entre les blocs, suggèrent que les pierres ont été façonnées tout en étant pressées ensemble, se conformant les unes aux autres. L'Osirayon, en Égypte. Des blocs massifs de granit rouge, certains pesant plus de 100 tonnes, disposés en alignement précis. Taillés avec une telle exactitude que les tailleurs de pierre modernes peinent à expliquer le procédé. Aucune trace d'outil. Aucune preuve des ciseaux de cuivre et des pilons de dolérite que les égyptologues affirment avoir été utilisés. Göbekli Tepe, en Turquie. Des piliers de calcaire en forme de T, certains atteignant 5,5 mètres de haut et pesant 10 tonnes, sculptés avec des reliefs complexes d'animaux. Datés de 9600 avant notre ère, avant l'agriculture, avant les cités, avant les outils métalliques. Comment? La chronologie officielle suggère que des chasseurs-cueilleurs ont d'une manière ou d'une autre extrait, sculpté, transporté et érigé ces mégalithes en utilisant des outils de pierre et de la corde. Mais quand vous regardez de près, vous voyez la même signature. Surface lisse, angle précis, courbes organiques qui suggèrent la plasticité plutôt que la percussion. Permettez-moi de vous ramener au voile. J'ai commencé à les examiner sous différentes conditions d'éclairage. Ce que j'ai trouvé a tout changé. Le Christ voilé à Naples, photographié avec une lumière rasante à des angles spécifiques. Vous pouvez voir quelque chose sous le voile. Pas des détails sculptés, pas des marques d'outils,
mais des lignes de compression, comme si le tissu avait été pressé dans la pierre alors que les deux étaient mous, laissant une empreinte qui s'est durcie dans la permanence. Les plis ne sont pas sculptés pour représenter du tissu, ils sont du tissu, fossilisé dans le calcium. Cela soulève une question simple mais critique. Et si les voiles n'étaient pas de la pierre sculptée pour ressembler à du tissu, mais du tissu pétrifié en pierre? Pas par minéralisation lente, cela prend des millénaires et produit des textures différentes, mais par altération chimique contrôlée. Un procédé qui pourrait rendre la pierre temporairement malléable, permettant au tissu d'être pressé dedans, puis redevenir pierre une fois le processus achevé. Cela expliquerait la translucidité, la finesse, le drapé parfait, la délicatesse impossible. Cela expliquerait aussi pourquoi la technique a disparu. Parce que ce n'était pas une technique de sculpture, c'était un processus chimique. Et la chimie peut se perdre, les formules peuvent être détruites, le savoir peut être supprimé. La chronologie est cruciale. Les références à l'assouplissement de la pierre apparaissent constamment dans les textes alchimiques et de philosophie naturelle jusqu'aux années 1700. Puis, au début des années 1800, la période exacte où les systèmes éducatifs centralisés étaient établis, où les académies scientifiques standardisaient le savoir, où les récits historiques étaient codifiés, ces références commencent à disparaître. Pas réfutées, pas démenties, simplement supprimées. Les programmes académiques qui incluaient autrefois les études alchimiques sont passés entièrement à la chimie moderne. Les bibliothèques ont été réorganisées, leurs collections mises à jour. Les universités ont purgé leurs fonds de textes pré-scientifiques comme superstitieux ou dépassés. En 1850, l'idée d'assouplissement de la pierre avait été reléguée au folklore, traitée comme une incompréhension primitive plutôt que comme une pratique documentée. Mais les bâtiments sont restés, les sculptures sont restées, les preuves physiques de techniques qu'on nous dit n'avoir jamais existé, et c'est là que le silence devient assourdissant. Les tailleurs de pierre modernes ne savent pas comment les voiles ont été fabriqués. Ils peuvent approximer les faits avec des outils modernes, forêts diamantées, meuleuses de précision, sculptures assistées par ordinateur, mais les résultats sont plus épais, moins raffinés, manifestement mécaniques. Les originaux restent supérieurs à tout ce que nous pouvons produire aujourd'hui avec une technologie largement meilleure. Comment est-ce possible ? Comment des sculpteurs du XVIIIe siècle, utilisant des outils manuels, dépassent-ils les capacités d'artisans du XXIe siècle, utilisant des équipements motorisés? À moins qu'ils n'aient eu quelque chose que nous n'avons pas. Pas de meilleurs outils, un savoir différent. J'ai commencé à chercher les archives manquantes, les lacunes dans la documentation, les endroits où l'histoire devrait parler mais reste silencieuse. Le grand incendie de 1812 à Moscou a détruit 3/4 de la ville. Archives brûlées, bibliothèques perdues, documentation architecturale disparue. Qu'est-ce qui a survécu? Les bâtiments eux-mêmes, des structures qui nécessitaient un travail avancé de la pierre, une ingénierie sophistiquée, une précision mathématique au-delà de ce que les outils disponibles auraient dû permettre. L'incendie de Chicago de 1871, histoire similaire, destruction massive, archives perdues. Mais certains bâtiments ont survécu, ceux construits avec des techniques d'avant l'incendie que la construction ultérieure n'a pu reproduire. Le tremblement de terre de San Francisco de 1906, archives détruites, archives municipales brûlées. Pourtant, des photographies d'avant le désastre montrent des bâtiments exhibant ce même travail sophistiqué de la pierre, ces mêmes formes organiques, cette même précision impossible. Le schéma se répète. Les villes brûlent, les archives disparaissent, mais les bâtiments, les preuves physiques, demeurent. Et quand ils sont démolis, ils le sont discrètement, sans documentation, sans préservation d'échantillons, sans analyse architecturale. Presque comme si quelqu'un voulait effacer les preuves. Laissez-moi vous montrer ce qu'ils démolissent. Le Singer Building à New York, achevé en 1908, démoli en 1968. À l'époque, le plus haut bâtiment jamais démoli volontairement. Pourquoi? Raison officielle,
obsolète, inefficace, pas rentable, mais examinez les photographies de son travail de pierre, façade en terre cuite complexe, ornementation d'une délicatesse impossible, design organique fluide que les architectes modernes admettent ne pouvoir reproduire. La Pennsylvania Station, d'origine à New York, achevée en 1910, démolie en 1963. Un des plus beaux exemples d'architecture beaux-arts en Amérique. Colonnes de granit massives, murs de travertin imposants, plafonds voûtés qui nécessitaient des techniques d'ingénierie que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Démolis au nom du progrès. Le Larkin Administration Building à Buffalo, achevé en 1906, démoli en 1950. Frank Lloyd Wright l'a appelé une de ses plus grandes œuvres. Il comportait la climatisation, des meubles intégrés et des innovations structurelles avec des décennies d'avance sur leur temps. Disparu, des centaines de bâtiments de cette même période restreinte, 1880 à 1920, démolis tout au long du XXe siècle. Pas parce qu'ils étaient en mauvais état, pas parce qu'ils étaient dangereux, mais parce qu'ils étaient obsolètes. Obsolètes, ce mot ne cesse d'apparaître, comme si des bâtiments exhibant un savoir-faire supérieur, une ingénierie plus sophistiquée et une plus grande durabilité que la construction moderne étaient en quelque sorte moins avancés. À moins qu'obsolète ne signifie autre chose, à moins que cela ne signifie preuve de quelque chose que nous sommes censés avoir oublié. Quand vous assemblez toutes les preuves, quand vous voyez l'ampleur totale de ce qui a été perdu, la conclusion devient inévitable. Il y avait une technologie, un procédé pour manipuler la pierre, pour la rendre temporairement plastique, pour la façonner de manière que nos méthodes actuelles ne peuvent reproduire. Cette technologie était répandue, mondiale même, pratiquée à travers des cultures qui n'avaient aucun contact documenté. Et puis, en l'espace d'une seule génération, elle a disparu. Pas graduellement, pas par évolution technologique naturelle, où les vieilles méthodes sont lentement remplacées par de meilleures, mais brutalement, complètement, sans période de transition, sans débat, sans explication publiée. Les derniers voiles de pierre documentés ont été créés vers 1768. En 1800, personne n'en fabriquait plus. En 1850, la technique était considérée comme perdue. En 1900, les historiens la traitaient comme impossible, attribuant les exemples survivants à une compétence de sculpture exceptionnelle, plutôt que de reconnaître ce que les preuves montrent clairement. Pourquoi? Pourquoi perdrions-nous une technologie qui produisait des résultats supérieurs? Pourquoi un savoir qui avait pris des générations à développer disparaîtrait-il simplement sans trace? Pourquoi toute la communauté mondiale de tailleurs de pierre, sculpteurs, architectes et bâtisseurs oublierait-elle simultanément comment faire quelque chose qu'ils avaient fait pendant des siècles? À moins qu'ils n'aient pas oublié, à moins qu'on leur ait dit d'arrêter, à moins que le savoir n'ait été délibérément supprimé. Je veux que vous regardiez une dernière image. La vérité voilée de Vienne, créée par Antonio Corradini vers 1750. Une figure féminine, entièrement enveloppée, le voile de pierre si fin qu'il est translucide par endroits. On peut voir la suggestion de traits en dessous, un visage, des épaules, la courbe d'un corps, rendu dans une pierre si délicate qu'elle semble impossible. Maintenant, demandez-vous, quel secret valait l'effacement de ce savoir? Quelle vérité ont-ils voilée, non pas dans la pierre, mais dans le silence, parce que les bâtiments demeurent, les sculptures demeurent, les preuves physiques de techniques qu'on nous a dit n'avoir jamais existé nous entourent, si nous sommes prêts à les voir. Ce ne sont pas des tentatives primitives d'art, ce sont les vestiges d'une civilisation sophistiquée, un système de connaissances globales, une compréhension technologique qui dépassait la nôtre. Nous n'avons pas inventé le progrès, nous avons hérité de ruines, et puis nous avons oublié comment les lire. La question n'est pas de savoir si la technologie d'assouplissement de la pierre existait. Les preuves répondent à cela. La question est, pourquoi nous a-t-on enseigné qu'elle n'existait pas? Qu'est-ce qu'on nous a dit d'autre qui ne s'est jamais produit? Quel autre savoir a été effacé, enterré, recouvert de bitume dans la ruée vers la modernité? Et le plus troublant, qui a décidé ce que nous étions autorisés à nous rappeler?
Je ne peux pas répondre à ces questions, pas de façon définitive, mais je peux vous montrer les preuves, je peux pointer les lacunes, les silences, les artefacts impossibles qu'on nous dit d'ignorer. Le reste, les conclusions que vous tirez, les questions que vous posez, vous appartient. Rappelez-vous simplement, une fois que vous voyez les voiles, vous ne pouvez plus les ignorer. Une fois que vous reconnaissez le schéma, vous le trouverez partout, dans chaque ville, chaque musée, chaque livre d'histoire qui explique sans expliquer. Le tissu de pierre demeure, délicat, translucide, impossible. Une technologie qu'on nous a dit n'avoir jamais existé. Mais regardez attentivement les plis, la façon dont la lumière les traverse, la précision qu'aucun ciseau ne pourrait atteindre, et demandez-vous, que cache-t-il d'autre en pleine vue ?